L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits aux études supérieures, l'Allier, en collaboration avec l'Université Laval, dans le cadre des grandes fêtes de l'université, a le plaisir de vous offrir les moments marquants d'une conférence présentée sous l'égide de la chaire publique de l'Allier et tenue à l'Université Laval le mercredi 25 septembre 2002. Le thème d'aujourd'hui, les politiques éducationnelles au troisième millénaire, solutions et perspectives d'avenir au Québec. Nous vous proposons une réflexion sur les processus de transmission intergénérationnelle en matière d'éducation au Québec. Depuis maintenant 2 ans, le Québec, comme la plupart des pays occidentaux, prend conscience que les connaissances tacites développées par ces professionnels et travailleurs risquent de partir en fumée. En effet, près d'un travailleur sur 2 prendra sa retraite d'ici 2010 et la situation apparaît encore plus problématique dans le cas des chercheurs universitaires. En ce sens, il faut mettre en place des mécanismes favorisant le transfert de ces connaissances. Pour aborder cette question, nous recevons messieurs Guy Laforêt, professeur titulaire en sciences politiques à l'Université Laval, Nicolas Brisson, président de la Fédération étudiante universitaire du Québec, et Martin Maltais, chercheur étudiant au doctorat en administration à l'Université Laval. En fait, les systèmes d'éducation en général sont présentement en profonde mutation à travers le monde. Les impératifs, les nouveaux impératifs de la société du savoir mettent ces établissements en double position à la fois de force et de faiblesse. Force parce qu'elles sont maintenant perçues comme des organisations à fort potentiel de croissance et de rendement. Faiblesse parce que ceux-là même qui souhaitent contrôler leurs orientations comprennent souvent mal ces besoins. Elles sont d'abord perçues comme des avantages concurrentiels, comme des outils de développement stratégiques, autant dans une perspective de développement régional que mondial. Les connaissances sont donc au cœur des plus-values marchandes et désormais, les intervenants socio-économiques qui s'y intéressent sont nombreux et souhaitent en contrôler les orientations. Pourtant, le développement de la connaissance n'agit pas dans une logique linéaire propre à l'ingénierie. Pour preuve, les développements actuels des établissements en forte progression sont caractérisés par, puis j'en énumère simplement quelques-uns, on note présentement qu'au niveau de l'éducation et de la formation, on observe une fragmentation des profils de formation. On observe aussi une augmentation des profils disponibles, une augmentation du soutien à l'apprentissage à travers la formation, et puis l'intégration d'apprenants en formation continue, pour ne nommer que ces points-là. Or, de l'autre côté, ici au Québec, parce que c'est la question québécoise qui nous concerne, on observe que dans nos établissements, la tendance est plutôt à l'inverse, particulièrement dans les universités. Présentement, la tendance est de limiter les investissements en éducation et particulièrement en recherche éducative, de réduire l'offre de cours, ce qui est le cas à l'Université Laval depuis les 8 dernières années. De réduire également le soutien à l'apprentissage nécessaire à une formation de qualité. De laisser le contrôle du développement de la formation entre les mains d'organismes privés qui ne connaissent pas la nature de ce qu'est l'apprentissage. Et finalement, d'évacuer les disciplines favorisant les développements de l'esprit critique ou encore sont-elles seulement tolérées, financées et diffusées dans la mesure où elles viennent appuyer le discours technologique et industriel. À mon sens, ces choix ouvrent la porte à l'industrialisation et à la marchandisation de l'éducation. Et ça devient problématique dans le contexte du transfert intergénérationnel. Parce que l'expérience nous montre que d'un côté, ces pratiques, cette expérience nous montre le côté éphémère de ces pratiques. L'éducation et plus concrètement les connaissances m'apparaissent être des biens collectifs qui ne se développent pas, ne se traitent pas, ne se contrôlent pas dans une logique industrielle ou organique. Pour conclure, à mon sens, à partir de maintenant, il faut mettre en place dans les universités
des mécanismes qui vont faire en sorte qu'on va arriver à prendre les jeunes chercheurs qui sont en développement et puis à atteindre extrêmement rapidement le niveau de connaissance puis le niveau d'expertise des chercheurs qui sont en poste depuis plus longtemps. Parmi ces mécanismes-là, on va pouvoir en débattre puis en discuter. Là, il y en a plusieurs qui sont à envisager. Il y a la question du mentorat, bien sûr. Il y a aussi toute la question de l'utilisation de la technologie comme mécanisme de transfert intergénérationnel. Par exemple, on peut établir des plateformes à l'intérieur desquelles on pourrait, par des mécanismes d'entrevue, par un dialogue plus approfondi avec les gens qui ont l'expertise, aller chercher l'essentiel de cette expertise-là et puis le transmettre aux nouveaux qui entrent et à plusieurs d'entre eux. Bon, ça, c'est un des moyens que j'envisage présentement. Les autres moyens, on va pouvoir en discuter. Je vais laisser mes collègues s'avancer sur cette question. La Société du savoir, dans le contexte socio-économique au Québec, ça veut dire quoi concrètement d'ici les prochaines années? D'ici 5 ans, c'est 70 % des nouveaux emplois qui vont exiger un diplôme d'études postsecondaires. Parallèlement à ça, seulement 6 % des nouveaux emplois vont exiger un diplôme d'études secondaires uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que c'est pas... Je pense qu'on est dans l'économie du savoir, là. Entre 90 et 98, 53 % des emplois ont requéri un diplôme universitaire. 33 % un diplôme secondaire, un diplôme collégial. Et au niveau secondaire, c'est moins 15 % des emplois qui ont été créés qui exigeaient un diplôme secondaire. Et c'est moins 30 % des emplois qui n'ont pas nécessité de diplôme du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a aussi une baisse d'effectifs étudiants. Depuis, il y a eu un phénomène de dénatalité au Québec, si on compare à ce qui s'est fait avant. Et il y a des mesures qui doivent être mises en place pour favoriser ce qu'on appelle l'accessibilité à l'éducation, qui encore là, je vous rappelle, c'est plus qu'un défi lié à une conjoncture, c'est une valeur fondamentale. Avant de parler des mesures concrètes à mettre en place au cours ou les défis que le Québec devra relever au cours des prochaines années, ramener ça à la valeur, ça veut dire que mon grand-père, dans les années 40, quand il avait mon âge, dans sa famille, c'était pas une valeur essentielle. Moi, mon arrière-grand-père disait pas à mon grand-père, dès l'âge de 5 ou 6 ans, c'est important que tu ailles à l'université, que tu ailles un diplôme, que ce soit technique ou tout autre. Mon arrière-grand-père, il disait, c'est important que tu te trouves un job, c'est important que tu te maries, puis que tu aies des enfants, puis que tu gagnes ta vie. Alors que mes parents, mon grand-père, lui disait à mes parents, c'est important que tu t'instruises, mon garçon ou ma fille, parce que maintenant, il va falloir, si tu veux pas manger de la misère comme j'en ai mangé, tu t'instruises, et ça a donné place à la Révolution tranquille, parce que c'était à peu près au même moment. Et cette valeur-là m'a été transmise par mes parents, l'importance du savoir. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des mouvements comme la FEU qui sont nés et qui, toutes leurs revendications reposent sur cette valeur essentielle-là pour notre société. Qu'est-ce que moi je vois comme solution? Et je ne suis pas le seul, je suis avec la FEU, une loi sur l'accessibilité. On sait que les frais de scolarité, c'est le principal facteur d'abandon des études. C'est le principal facteur, et ça, c'est toutes les études qui le disent. Même si on parle du taux d'accès qui se maintient, ben oui, mais il faut plus de gens diplômés, donc il faut améliorer le taux d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est inscrire dans une loi le gel des frais de scolarité et inclure, évidemment, une réglementation de tout ce qui peut exister comme frais de scolarité. Et viser même une réduction de ces mêmes frais-là pour faire en sorte que n'importe quel jeune qui décide d'aller à l'université n'a pas à se soucier s'il va être surendetté à la fin de ses études, n'a pas à se soucier du manque de soutien financier. Il sait que la société, par une loi à l'Assemblée nationale, a décidé de lui permettre l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'éducation. Améliorer le régime d'aide financière, maintenir l'accessibilité géographique aux études, éviter des fermetures d'écoles secondaires, des fermetures de programmes dans les cégeps et l'université en région. Donc, ramener cette valeur-là essentielle, mais qui devient de plus en plus nécessaire pour l'avenir dans le contexte d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée des prochaines années.
Finalement, je terminerai en vous disant, parce qu'on parle de transmission du savoir entre les générations, qu'au-delà des générations, le savoir est ce qui, je dirais, définit une société en tant que telle. Et il y a Jacques Grandmaison, et je vais finir sur une de ces citations-là, qui disait même qu'on ne peut pas percevoir ou analyser une génération si on n'analyse pas celle de son passé. C'est interrelié. Et il disait, il y a peu de repères comme celui des générations pour marquer le temps de l'interdépendance sociale, la conscience historique et la requête de vision plus large et plus longue. Donc, au-delà des générations, il y a la vision qu'on a d'une société et le savoir, particulièrement l'an 2000, est de plus en plus important. Merci. Voilà, il me semble important, si on parle d'éducation au Québec, si on pense à l'avenir, d'essayer de réfléchir là-dessus dans ce que j'appelle une perspective humaniste. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, j'entends par là, je donne un exemple concret, André Laurendeau. Alors, que nous disait André Laurendeau il y a une quarantaine d'années sur ces questions-là? Laurendeau pose la question suivante. Que doit transmettre un éducateur? Que doit transmettre un éducateur? Et Laurendeau répond deux choses. Un éducateur doit d'abord transmettre un sentiment très modeste, mais très fort. Celui d'appartenir à un milieu. Il faut rendre, c'est la tâche de l'éducateur, dit Laurendeau, cette solidarité-là claire et rigoureuse. L'éducateur, il doit être enraciné. Il ne peut pas parler de nulle part. C'est le premier point. Le deuxième point, poursuit Laurendeau, c'est de nous dire que l'éducateur en question, enraciné, il doit essayer de développer et de transmettre une connaissance vivante, exacte et critique du milieu. Connaissance vivante, exacte et critique du milieu. Alors, 5 ou 6 développements très rapides, très succincts, avant d'essayer de répondre plus précisément à votre question d'aujourd'hui. Premièrement, quiconque veut parler intelligemment d'éducation a comme première tâche de réaliser que, compte tenu des moyens qui sont à la disposition des éducateurs, alors moi, mon expression, c'est lever son chapeau devant l'héroïsme quotidien des gens qui travaillent sur le terrain en éducation. Et je vous dirais que plus on s'éloigne de l'université, plus ils sont héroïques. Ils sont davantage héroïques en garderie. Ils le sont certainement au primaire, ils sont certainement au secondaire, probablement d'une façon un peu plus exacerbée au secondaire qu'ailleurs en Occident. Et à l'université, je dirais, peut-être parfois sont-ils héroïques, mais en tout cas, il me semble qu'ils le sont moins, ou qu'ils ont moins à l'être qu'ailleurs, parce que leurs conditions de travail sont celles qui sont peut-être, en dépit de leurs lacunes parfois, les plus faciles, les plus intéressantes. Alors ça, c'est le premier point. La deuxième grande affaire, c'est de dire que l'éducation, c'est la transmission des valeurs. Alors, l'éducateur qui se présente, qui n'est pas enthousiaste et qui ne souhaite pas transmettre des valeurs, qui pense qu'il n'y a pas de valeur à transmettre, peut-être cette personne-là s'est-elle trompée de métier. J'ajoute, en éducation, et ça me semble être une tâche fondamentale de l'ensemble des prochaines années, qui parle d'éducation, parle d'efforts. Les professeurs doivent faire des efforts et les étudiants aussi doivent en faire. Et ça, à tous les niveaux. Et soit dit en passant, dans l'évaluation, se trompent les professeurs qui pensent que parce que leurs exigences sont plus souples, plus laxistes, les étudiants vont mieux les évaluer. À l'université, soit dit en passant, c'est tout à fait le contraire. Plus les professeurs sont laxistes, moins ils en demandent aux étudiants et pire sont les évaluations. Les étudiants ont besoin que leurs professeurs leur demandent d'efforts à tous les niveaux. Cette culture-là de l'effort, cette valorisation-là de l'effort, au Québec, elle doit être faite de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus systématique. Je me dépêche pour répondre précisément à votre question. D'autres choses qu'il faut faire, prenons l'enseignement des langues. L'enseignement des langues en éducation, et en particulier à l'université, c'est aussi fondamental, c'est prioritaire. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'enseignement des langues dans un contexte où la civilisation est dominée par l'oral?
où la civilisation est dominée par l'audiovisuel. Il faut aller à contrepoids de l'ère du temps et insister sur l'écrit dans l'enseignement des langues. J'arrive au propos principal. Qu'en est-il à l'université? Qu'en est-il de la question de la transmission de connaissances? Je commencerai avec Fernand Dumont sur la nature de l'université. Fernand Dumont nous dit à propos de l'institution universitaire, à propos du lieu universitaire, que c'est un lieu qui doit garder une distance par rapport à la société. Une université ne répond pas à sa mission fondamentale si elle est complètement soumise aux intérêts immédiats de la société. Par exemple, les intérêts du gouvernement, par exemple, les intérêts du marché. Une université doit être distante. J'utilise les mots précis de Fernand Dumont. À l'université, que doit-on faire? Son expression, c'est « dessaisir les esprits de l'actuel ». Je la répète, dans Raison commune, 1995, « dessaisir les esprits de l'actuel ». Prendre de la distance par rapport à la tyrannie du quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut certainement dire qu'à l'université, c'est un grand danger quand la conception managériale, quand la conception utilitaire de l'université, répondre aux besoins immédiats, devient hégémonique. Quand c'est la seule, parce qu'on est dans le réel, une université contemporaine en Amérique du Nord ne peut pas faire complètement fi des besoins concrets de la société. La question et la réponse de Dumont, le danger, c'est quand elle se soumet aveuglément et totalement aux besoins de la société et du marché. Il y a une place pour la conception utilitaire. Cette conception-là ne doit pas être prépondérante à l'ensemble de l'université. Et là, c'est la réponse précise à votre question. Cette conception-là ne doit pas être prépondérante dans les politiques d'embauche du corps professoral. Un autre immense danger, c'est le danger de la table rase. C'est l'idée que les professeurs de 65 ans et plus, en un grand coup, on envoie tout le monde à la retraite et donc on se prive du capital de connaissances. Il y a des professeurs qui souhaitent prendre leur retraite, jeunes soixantaine, 65 ans. Les conditions sont en général très généreuses et ces gens-là ont bien servi leurs institutions. Ils souhaitent faire autre chose, on leur souhaite bonne chance. Mais la grande majorité des gens qui veulent continuer dans des unités où il y a un équilibre générationnel, des gens de 30 ans, des gens de 45 ans, des gens de 60 ans, ce que nous devons faire, et de toute urgence, c'est leur dire jusqu'à quel point leur présence est nécessaire. On a besoin de leur donner, sans doute, des charges de travail, par exemple, plus légères du côté de l'enseignement, mais on a besoin de leurs compétences. Donc, l'autre danger, très clair, c'est le danger de la table rase. Je vais vous en identifier deux autres et je vais conclure, Madame Hudon, si j'ai encore deux ou trois minutes. Un autre danger, c'est l'absence de conversation dans le réel présentement entre les deux gouvernements qui sont responsables de la politique universitaire, de la politique d'enseignement supérieur. Alors, quand on fait la politique du réel présentement, il faut admettre que le gouvernement du Québec, qui est le principal bailleur de fonds des universités, au-dessus de 80 %, le gouvernement du Québec est un acteur prioritaire dans le système. Les politiques de recrutement des universités, le gouvernement du Québec, là-dedans, est absolument indispensable. Mais le gouvernement fédéral est extrêmement présent en enseignement supérieur. Il y a un conseil de recherche en sciences humaines, il y a des conseils de recherche en sciences naturelles et génie, il y a des conseils de recherche dans le domaine de la santé. Le gouvernement fédéral, depuis 8 ans, a fait plusieurs initiatives, a créé de grandes fondations. Or, ce qu'on peut constater, ce sont, il me semble, deux choses. Le gouvernement du Québec demande aux organismes québécois reliés à l'enseignement supérieur, comme le Conseil de la science et de la technologie, comme les conseils de recherche Culture-Société, comme le Fonds NATEC, dans le fond, de ne pas avoir de conversation quotidienne de tous les jours avec leurs partenaires fédéraux. Quant au gouvernement fédéral, il impose de nouvelles initiatives, de nouveaux programmes, exemple des fondations, et il est contraire à son propre langage, il agit de façon contraire à son propre langage, il ne consulte pas les provinces, il impose de façon unilatérale, quasi impériale, de nouveaux programmes à l'ensemble des provinces.
Alors, ces deux problèmes-là, c'est-à-dire comment le Québec se comporte avec une réalité qui est incontournable et qui ne changera pas, en tout cas, je ne le crois pas, de notre vivant, c'est-à-dire la coprésence des deux niveaux de gouvernement en enseignement supérieur. Donc, on n'a pas le choix que d'accepter que c'est un fait et il faut tirer meilleure partie de ça. Et deuxièmement, eh bien, dans le contexte actuel, le gouvernement fédéral continue à imposer en enseignement supérieur de nouveaux programmes. Il fait ça de façon unilatérale. Il ne consulte pas personne. Et ça me semble aussi un immense danger. Le dernier est là-dessus l'action des organisations étudiantes comme la FEUC, comme l'Allier. C'est quelque chose de très important. Eh bien, la part de l'éducation dans le budget, la part de l'éducation dans le budget du gouvernement du Québec, la part de l'enseignement supérieur dans le budget global du gouvernement fédéral. Alors, la réflexion là-dessus se fait dans un contexte où les deux gouvernements sont extrêmement endettés et il y a d'autres priorités. La santé, tout le monde le dit, est une immense priorité. On peut même ajouter que la santé est presque un gouffre sans fond, que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de limite à l'augmentation potentielle du budget de la santé, compte tenu de la demande au cours des 20 prochaines années. Alors, c'est clair que dans ce contexte-là, la part du budget de l'éducation dans le budget global de l'État, tant au Québec que dans le système canadien, que ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant et que le rôle, en tant qu'acteur politique des associations étudiantes, me semble crucial sur cette question-là. Je conclue avec Laurent-Do. Laurent-Do écrivait, il y a 40 ans, au mois d'avril 1962, une lettre à quelques jeunes gens. Alors, je laisse parler un de nos plus grands humanistes, André Laurent-Do. Nous sommes une minorité, c'est une situation inconfortable. Nous le resterons en Amérique du Nord, autant l'accepter. Nous ne sommes pas grands par le nombre, il faudrait que nous le devenions par l'excellence. J'ajoute, Laurent-Do parle toujours, je rêve, car je rêve moi aussi, d'une province et d'une nation saisie par la ferveur de bâtir. Et cela veut dire chaque jour des milliers de démarches concrètes, d'abord chez ceux qui forment les hommes et les femmes de demain, autrement dit les gens qui travaillent en éducation. Ce sont des propos qui restent très actuels, qui nous interpellent, et d'une certaine manière, avec ces propos-là, il me semble, c'est la contribution d'André Laurent-Do à notre débat. Merci, et puis je serai heureux de participer aux questions. Merci, M. Laforêt. Alors, messieurs Brisson et Maltais ont été très attentifs à vos propos, tout comme vous l'avez été aux leurs. Alors, j'aimerais peut-être demander à M. Maltais, qui a pris la parole le premier, s'il a envie de réagir aux propos de ses collègues. Vous pouvez rester là, M. Maltais. Le problème à l'heure actuelle, c'est que au niveau de la gestion même de l'université, au niveau de la structure interne, on a une logique qui est celle de dire on va choisir des candidats, on va choisir une relève qui va s'en aller dans des secteurs de pointe, qui va toucher des domaines spécifiques qui vont répondre aux besoins de la société. Et c'est très étonnant d'ailleurs dans la course électorale qui a présentement lieu à l'université que deux candidats en liste soient du secteur de l'ingénierie. C'est très étonnant aussi ce silence-là des sciences humaines et cette inquiétude-là qui est presque palpable de dire qu'est-ce qui va arriver avec la philosophie, qu'est-ce qui va arriver avec la théologie. On sait déjà, par exemple, que à l'Université du Québec à Montréal, le département de physique a été fermé. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec la recherche fondamentale, vers où on s'en va et comment allons-nous arriver à mettre en selle une relève de pointe, une relève d'experts qui sont des spécialistes de ces disciplines-là. Là où j'entre un peu en conflit avec ce qui a été dit, en conflit étant un mot entre guillemets et puis tout à fait relatif, c'est sur la question de la transmission des valeurs de base. Si on dit que l'université doit être un lieu où on doit continuer d'assurer la transmission des valeurs de base, il y a aussi autre chose qui doit être dit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne ici là, qui est capable de transmettre les valeurs de base comme professeur. On le sait. Florian en parlait cette semaine dans Le Soleil. Dans des groupes de 350,
Pour l'essentiel, l'ensemble des étudiants sont des visages anonymes à qui on peut transmettre très peu de choses au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on est, de ce qu'est être un professionnel du domaine. Alors, on est pris face à un problème à l'intérieur duquel les jeunes évoluent, se retrouvent avec un bagage de connaissances et lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas les relations affectives et les outils affectifs qui sont nécessaires à l'exercice professionnel de leur discipline. Il y a aussi un autre point que j'ai noté. Quand on parle d'efforts en éducation, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un effort qui doit être fait en éducation puis que les professeurs doivent mettre de l'énergie et le plus d'énergie possible dans l'exercice de leurs fonctions pour pouvoir établir des relations avec les étudiants, donner un contenu de qualité précis, exact, etc. Mais le problème qu'on a présentement, c'est pas un manque de volonté des professeurs puis des professionnels. En fait, si on laissait la machine rouler tout seul puis on leur laissait la paix, là, ça roulerait très bien. Il n'y en aurait pas de problème. Le problème, là, c'est que depuis 8 ans, on a coupé 13,7 % de l'effectif professoral ici à l'Université Laval. Ça, c'est le problème de fond. Et ce qu'on nous dit dans le discours des contrats de performance, c'est qu'on va renouveler le 2/3 de ces profs-là, des profs qui vont prendre leur retraite d'ici 2006. Donc, on va continuer de couper. Bien, pour ma part, je partage certains points de vue sur l'importance de la qualité de l'enseignement puis la passion que ça doit impliquer dans il y a quand même une transmission des valeurs qui doivent être faites et l'effort que chacun doit y donner. Mais on oublie une chose, et c'est la problématique qui est censée être discutée, c'est comment on va faire pour former plus de gens. Comment on va faire en sorte que, suite au départ massif de travailleurs d'ici les 10 prochaines années, puis on parle de l'université, mais c'est le cas dans plusieurs autres domaines de l'activité économique, comment on va faire en sorte qu'il va y avoir des gens qualifiés pour prendre la relève et que lorsqu'il va être venu le temps de prendre cette relève-là, bien, il va y avoir un partage de l'expertise. On parle d'une pénurie de professeurs. Un étudiant sur 2 qui abandonne à la maîtrise, c'est dû à un manque de soutien financier. Il va falloir un jour se dire pour de vrai que les organismes subventionnaires augmentent leurs bourses pour assurer un soutien financier adéquat qui donne la capacité à l'étudiant de terminer ses études. Les programmes des prêts et bourses, c'est une vraie risée. Ça n'a pas été rénové depuis son instauration en 1966. Il y a eu des patchs qui ont été installés, mais il n'y a jamais eu de réforme substantielle. Il va falloir un jour tenir compte des nouvelles réalités auxquelles les étudiants sont confrontés. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Les dépenses admissibles du programme de prêts et bourses ne tiennent pas compte qu'aujourd'hui, un étudiant doit s'abonner à l'Internet, qu'il y a 20, 30, 40 $ par mois qui doit être alloué pour l'Internet parce que maintenant, les cours, on le sait, là, les professeurs utilisent beaucoup Internet, c'est correct à la limite, et ça fait partie d'une nouvelle réalité auquel l'étudiant est confronté, les frais de transport. Merci, M. Brisson. Alors oui, M. Laforêt, bien sûr, si vous voulez, avant de donner la parole aux gens dans l'assistance, réagir aussi au propos. Pardon, peut-être sur 2 points. D'abord, un domaine plus technique. M. Brisson parlait du décrochage à la maîtrise. Entre autres, qu'il y avait un pourcentage important d'étudiants à la maîtrise qui décrochaient. C'est un problème sérieux. Le problème existe aussi pour les études doctorales. En gros, en sciences humaines, en humanité et en sciences sociales, la statistique pan-canadienne, c'est autour de 40 %. C'est-à-dire 40 % des gens qui amorcent des études doctorales ne les terminent pas. Et il y a quelque chose d'épouvantable là-dedans. J'insiste sur le niveau doctoral parce que l'expérience qui est la plus récente à mon esprit, c'est quoi le type de crainte qu'on peut avoir quand on est un étudiant au doctorat, qu'on a 25-30 ans autour de ça, et puis là, on se rapproche de l'échéance, et on peut avoir des problèmes dans notre rédaction de thèse, mais tout le monde le sait, là, qui est passé par là. Il y a des années extrêmement difficiles sur le plan psychologique. C'est un peu comme un marathon. Puis à un moment donné, on frappe le mur, et quand on est chanceux, quand on est bien entouré par son directeur, par ses proches,
puis qu'on a un peu la baraka, bien, on s'en tire. Mais il y a 40% des gens qui ne s'en tirent pas. Je vous rappelle, il est bien que nous restions tout près de notre sujet aujourd'hui, les politiques éducationnelles au 3e millénaire, solutions et perspectives d'avenir au Québec, en particulier sur les processus de transmission intergénérationnelle en matière d'éducation au Québec. Alors, allez-y. Oui, monsieur. Bon, ma question, je vais la poser en tant que chercheur rattaché à la chaire du Canada en intelligence collective. Le problème qu'on a ici, et j'en reviens au contexte de l'Université Laval pour rentrer dans le vif du sujet québécois, l'idée c'est qu'on a des générations, des clans, des groupes, des gens qui, au lieu de faire, comment on appelle ça, qu'il y ait une attraction par rapport aux diverses compétences qu'il y a dans un espace public, dans l'espace public universitaire, ont une attitude exclusive. Je veux dire qu'il y a des étudiants qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire, et qui justement, dans le rapport établi entre eux et l'autre génération, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ont tendance à s'en aller ailleurs pour une simple raison, parce que ces gens ne comprennent pas ce que c'est la valeur du capital social, n'en ont jamais étudié, n'ont jamais entendu parler, parce qu'ils sont déphasés à cause de la nouvelle culture, à cause de la mutation dans laquelle nous sommes, et ne comprennent pas ce qui se passe. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rapport conflictuel entre ces jeunes et c'est justement ces managers de cette société qui est en mutation. Alors moi, ce que je voudrais, c'est un peu, surtout à Guy Laforêt, de nous dire, est-ce que cette phase de mutation-là, le rapport conflictuel qu'il y a entre ces générations-là, peut être réglé au niveau d'une approche d'intelligence collective? Dans quelle mesure on peut s'approprier l'espace public, se voir ensemble, s'asseoir ensemble dans des débats comme ça, mais qui sont des débats ouverts, non pas d'une génération qui sait face à une génération qui ne sait pas, mais de deux générations qui se disent, nous avons des savoirs tacites, nous avons des savoirs implicites, etc. Et mettons-les ensemble pour solutionner les problèmes que nous vivons dans notre espace. Donc c'est une réaction que je voulais voir au niveau de cette dimension mutationnelle de la société. Votre question n'est pas facile. Et comme la question, c'est ce que les philosophes nous disent, ouvre l'espace de la réponse. Je vais commencer par la façon dont vous vous êtes présenté, parce que c'est instructif d'une réalité de laquelle je parlais tantôt et qui fait partie du problème d'une certaine manière. Vous êtes associé à une chaire de recherche, donc un des programmes, dans le fond, qui ont été financés au cours de la dernière décennie, qui sont dans le fond, des programmes nouveaux dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui ont été créés par le gouvernement fédéral dans un contexte de ressources budgétaires assez abondantes et qui sont venus, dans le fond, accroître sa présence et sa visibilité dans le champ de l'enseignement supérieur. Et des programmes qui ont été, pour l'essentiel, je ne parle pas de votre cas à vous ou de votre chaire, mais j'en suis aux grands paramètres, des paramètres qui ont été définis, dans le fond, sans vraiment consulter les provinces en général et le Québec en particulier. C'est comme si moi, par exemple, quand j'entends des collègues qui se présentent et disent « Voici, je suis chaire de recherche du Canada, tiers 1 ou tiers 2 », c'est comme si moi, chaque fois que je faisais un exposé ou une conférence quelque part, je commençais en disant « Voici, je suis professeur titulaire en Sciences Po, financé et payé par le gouvernement du Québec, qui est le principal bailleur de fonds en éducation. » Ce type-là de volonté à tout prix d'être visible sur les titres qui sont donnés à l'enseignement supérieur, il y a un nettoyage à faire là, sur, dans le fond, les ambitions symboliques des uns et des autres. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, dans le réel, en acceptant que, essentiellement, les partenaires qui sont là vont y rester, pour faire en sorte que, dans le fond, on soit plus performant et qu'on permette à davantage de jeunes ambitions de pouvoir se réaliser dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il me semble que ça, c'est notre tâche. Je vais me mouiller sur votre question relative au rapport intergénérationnel. Je vais y répondre à partir de mon expérience personnelle. Moi, j'ai été le seul directeur du département de sciences politiques depuis sa fondation
jusqu'à présent. Le mandat de mon successeur n'est pas terminé, alors je ne suis pas encore sûr de ce qui va lui arriver. Mais moi, une des choses qui m'est arrivée, c'est que je n'ai embauché personne. Je n'ai pas embauché un seul ou une seule nouveau collègue pendant mon mandat. Je suis le premier à pouvoir me réclamer de cette réalité-là. Et très franchement, je n'en suis pas fier du tout. J'ai essayé de convaincre mon doyen, ma doyenne, les autorités de l'université de l'importance, de l'urgence d'embaucher d'autres personnes chez nous, seuls dans notre département ou en partage avec d'autres départements, parce que je pensais qu'on avait des besoins urgents. Il y a toutes sortes de rigidités présentement dans le système. Des rigidités au niveau, je vous le disais tantôt, de la façon dont les priorités des institutions sont définies. Souvent, les institutions manquent de courage quand vient le temps de définir leur marge de manœuvre face à leur contrat de performance, face aux critères d'excellence des organismes subventionnaires. Puis aussi, quand vient le temps des grandes conventions collectives, des grandes négociations avec... On ne met pas assez d'efforts à intégrer la génération de jeunes docteurs, de jeunes post-doctorants qu'on est en train de former. Il y a une question là-dedans de justice intergénérationnelle fondamentale. Oui, bien sûr, il faut faire le plus d'efforts pour faire en sorte que le savoir ne se perd pas, pour faire en sorte qu'il se transmette, que les gens qui sont dans la soixantaine, capables de faire toutes sortes de contributions, y restent le plus longtemps possible, mais en même temps, et je dirais prioritairement, il faut trouver des façons intelligentes d'ouvrir l'espace pour les jeunes qu'on est en train de former. En sciences humaines, d'ici 2010, encore une fois, ma statistique est pan-canadienne, 20 000 nouveaux professeurs dans le seul secteur des humanités et des sciences sociales, la moitié du réseau universitaire. On va avoir besoin de 20 000 profs. On n'a pas présentement assez de doctorants, compte tenu du fait que 40 % décrochent. On ne sera pas capable de réaliser la tâche, même si, dans le fond, on avait autant d'argent qu'on le souhaiterait présentement. En fait, Jean Paquette disait on n'aura jamais suffisamment d'organisation dans nos structures comme on n'aura jamais suffisamment de souplesse dans cette structure-là. À l'heure actuelle, la rigidité qui est exprimée versus la mutation qui est observée au niveau des changements en éducation par rapport aux générations sortantes et celles entrantes, pour moi, c'est lié peut-être à quelque part à une espèce de syndrome d'immortalité de la génération qui termine. C'est-à-dire qu'on continue de gérer la machine comme on la gérait dans le bon vieux temps, avec les vieux mêmes outils, avec la pioche qui va encore bien. Là, on nous met des contraintes, Je sais que ça existe, un rotoculteur automatique, mais moi, je garde ma pioche parce que j'ai été habitué avec ma pioche. Puis là, il y a des systèmes qui rentrent dans les organisations universitaires avec des rotoculteurs, puis eux autres sont pas mal plus performants. Donc, dans cette logique-là, c'est clair qu'ils prennent de plus en plus d'espace public, de plus en plus de clientèle. Ce qu'il faut établir, là, c'est pas compliqué. Bien, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à dire de le faire, c'est une autre chose, là. C'est qu'à quelque part, il faut y avoir des mécanismes là, dans l'organisation. Il faut y avoir ces mécanismes-là qui vont favoriser le développement de relations entre ceux qui sont appelés à entrer et ceux qui sont appelés à quitter. Hein. Fait qu'il doit y avoir des relations affectives qui se développent entre ces gens-là pour qu'il y ait des échanges entre ces personnes-là. Comment ça se fait? Ça se fait en faisant en sorte, par exemple, qu'on ait ce qu'on appelle dans d'autres universités le tutorat programme. Le tutorat programme, par exemple, au cycle supérieur, on a un professeur qui va suivre dès l'entrée à la formation le jeune. Il va le coacher, il va lui demander si ça va bien. Et juste cette relation affective-là, ça apporte une diminution du taux de décrochage. Il y a une étude qui a été faite, parce que les études en éducation sérieuse sont assez rares, là. Il y a une étude qui a été faite par l'équipe de Visser et Visser, entre autres, sur la question de la formation à distance. Il y avait un cours là, qui était où il y avait à distance, puis le taux de décrochage à distance est beaucoup plus élevé là, qu'en présentiel dans certains cas, là. On ne parle pas de la formation des adultes au secondaire, c'est un autre cas. Mais à l'université, il était à peu près à 40 % le taux de décrochage. Ils ont mis en place une logique bien simple. Ils ont commencé à envoyer des courriels
aux jeunes, savoir comment ça allait. Une série de courriels à l'intérieur desquels il y avait des questions prédéterminées puis des réponses prédéterminées. Bien, le taux de réussite, le taux de persistance, il est monté à 62 %. Après ça, on a appliqué une logique de personnalisation des courriels. Donc, on répondait aux courriels de manière individuelle. Le taux de réussite, il est monté à 79 %. Merci, M. Maltais. Ça va, M. Brisson? Oui, rapidement, parce que je voudrais redonner la Ça va être parole un à la peu salle. plus politique. Là. On est quand même dans une société où il y a une pyramide des âges. Puis les décisions des gouvernements, même si on fait valoir les besoins puis les défis qu'il y a à relier dans l'avenir, est fondée sur des sondages. Et comme on a une société qui, non pas se prépare pour l'avenir tant que ça, mais beaucoup plus pour une grande retraite, parce qu'on le dit, oui, il y a pénurie de main-d'œuvre parce que les gens partent à la retraite, il va dire qu'ils préfèrent les baisses d'impôts. Et les baisses d'impôts, quand on regarde comment ça s'est fait, autant au fédéral qu'au provincial ces dernières années, c'est d'une tranche de revenus qui concerne une génération qui a atteint ce plafond-là salarial. Là. On parle de la classe moyenne. C'est pas ceux qui arrivent sur le marché du travail qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui le quittent. Je le dis sans trop faire de nuances, là, mais c'est ça pareil. Puis surtout qu'on a des gouvernements qui sont appelés à vouloir se faire réélire, ça devient de plus en plus compliqué à travailler dans un processus budgétaire. Et les sondages, et c'est pour ça que les jeunes doivent s'impliquer davantage et prendre plus leur place, parce qu'il y a une stratégie qui s'appelle « Tasse-toi mon oncle ». Et je le dis ouvertement, à un moment donné, il faut prendre les moyens pour faire notre place. Si des gens ne sont pas conscients qu'ils doivent laisser une place ou créer un espace pour qu'il y ait une bonne relation intergénérationnelle, bien, si tu as des meilleures idées, tu prends la place. Puis c'est pas facile, ça demande du courage, mais ça se fait très bien, surtout envers des gens qui se préparent à une retraite. Je ne sais pas si j'ai dit des énormités, mais ça vient du cœur. Oui, M. Laforêt, vous voudriez élaborer là-dessus? L'expérience du tutorat. Alors, quand un jeune professeur arrive à l'université, entre autres, parce qu'il peut y avoir, je pense que c'est un peu à ça que vous faisiez allusion aussi, c'est pas juste un étudiant gradué avec son directeur ou sa directrice de recherche. C'est un professeur arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment l'institution fait-elle quand un ou une nouvelle professeure arrive sur un campus pour, dans le fond, le mettre dans le coup sur le plan des relations intergénérationnelles? Alors, on a un certain nombre de cours. Je vous parle de mon expérience. On suit des cours. On a des cours d'initiation à la pédagogie. On a un certain nombre de séances. Mais c'est vrai qu'on n'est pas systématique. On essaie effectivement d'encadrer un nouveau professeur, un nouvel chercheur dans des équipes, mais c'est laissé à la chance individuelle. Est-ce qu'il y aura quelqu'un de 55 ans? Moi, j'en ai eu un, ça a été Louis Balthazar, je suis heureux de le dire. Louis Balthazar, c'est quelqu'un qui ne s'est pas senti menacé parce qu'il y avait de nouveaux jeunes dans un département en sciences politiques il y a une quinzaine d'années. Il s'est comporté de façon assez admirable avec 3-4 nouveaux collègues, puis il nous a donné plein de conseils, il nous a ouvert plein de portes. Alors, ce type de chance individuelle-là, laissé un peu au hasard, peut-être que nos institutions, au fin d'une meilleure transmission de connaissances intergénérationnelles, peut-être qu'on devrait y aller de façon plus systématique pour amener les gens à collaborer davantage de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, monsieur? Oui, donc ma question s'adresse aux trois collaborateurs aujourd'hui. Savoir sur le système de retraite progressive, quelles solutions existent déjà ou quelles solutions proposez-vous dans l'avenir, puisque c'est moins de 10 ans pour que tout se mette en place? Je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais bon, j'en ai quelques-uns. J'en ai un en particulier qui, je l'espère, pourra vous satisfaire. Il y a... c'est paradoxal que j'avance cette approche-là, en plus qu'on est en train de se retirer progressivement de nos investissements des sciences humaines, mais il y a une approche qui s'appelle l'approche biographique, qui est utilisée dans plusieurs secteurs, surtout en recherche. Pour l'avoir expérimenté moi-même, moi, je vois une utilité sociale à ça au niveau du transfert intergénérationnel dans plusieurs contextes précis. Par exemple, quand j'ai été impliqué dans les mouvements étudiants alors que j'étais à Trois-Rivières, j'ai pu constater que tu fais un mandat, 2 ans, 4 ans, 1 an. Ensuite,
L'autre personne arrive, elle prend le relais, tu n'es plus là. Donc, le suivi des dossiers devient problématique. Avant de se familiariser avec ce qui se passe, ça prend des fois 6 mois, des fois 1 an. Dans des postes de cadre, par exemple, au ministère de la Santé, au niveau de la fonction publique, on observe ça. Dans les hôpitaux, on observe ça. Dans les conseils d'administration des universités et de tous les autres organismes, c'est le même type de problème qu'on observe. Le type où la dame arrive, il est parachuté, ou il est invité à se présenter, ou il est élu, il occupe la fonction sans connaître les dossiers antérieurs, sans connaître surtout la vision de la personne qui était là avant et l'endroit logique où elle était rendue à ce moment-là, au moment où elle a quitté. Si on avait, par exemple, puis là j'avance, un mécanisme où on a une entreprise externe, on a un professionnel qui fait une entrevue biographique de manière régulière pour certaines fonctions occupées. Et il collige les informations qui traitent non pas du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pas ça qui est intéressant. Là. Pour la personne qui fait la job, là, ça ne l'intéresse pas. Là. Ça, tout le monde peut s'asseoir, lire le document. C'est de l'engineering, c'est de la technique, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est l'affect. Ça, c'est bien plus difficile. Et que si on avait un mécanisme où la personne racontait son expérience à travers son emploi, comment elle l'a vécu, quels ont été les obstacles rencontrés, quels sont ses projets au moment où elle quitte l'emploi, et que la personne qui arrive avait l'ensemble des informations sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, elle aurait une espèce de continuum logique avec les relations pour les intervenants qui sont en fonction dans le milieu au moment où elle arrive. Donc, elle aurait déjà, en entrant, une connaissance du milieu, une connaissance des relations, une connaissance des personnes. On a des programmes, dans les relations, par exemple, entre l'Université Laval et son syndicat, il y a des programmes assez précis. Ils sont, dans l'ensemble, je dirais, assez généreux. Pour les évaluer, est-ce qu'ils sont trop, assez, moyennement généreux? Il faut les évaluer en fonction des autres impératifs de la justice. En même temps, il faut qu'on ouvre toutes grandes les portes pour que respire l'air d'une nouvelle génération. Moi, je vous dirais, tout compte fait, moi, je suis à mi-carrière, je suis à mi-quarantaine, je suis bien placé pour voir dans les deux directions. Ça, c'est pas éternel là, comme position, mais c'est un point de vue, c'est une perspective, pour reprendre le titre de la conférence d'aujourd'hui. Je vous dirais que tout compte fait au Québec, c'était pas mal plus facile du point de vue de la distribution des richesses puis de la nature des ambitions personnelles d'avoir 25 ans entre 60 et 70 que d'avoir 25 ans aujourd'hui. Et donc, je vous donne une réponse assez générale, mais vous voyez où elle va. Ce qu'il faut faire, la première urgence, c'est de faire en sorte que la génération qui a 25 ans aujourd'hui, qu'elle ait, dans la mesure du possible, les ambitions, les moyens de réaliser ses ambitions, dans la mesure du possible, les plus proches de ce qu'étaient les moyens de ceux qui avaient 25 ans il y a 30-35 ans. L'exigence de justice est là. Dans les entreprises familiales, très souvent, le paternel ne cédera pas l'entreprise immédiatement à son garçon ou à sa fille, puis il va avoir comme une retraite progressive. Je pense que selon chaque domaine ou secteur d'activité, il doit avoir une façon de faire sans non plus tomber dans des programmes mur à mur pour tout le monde. Donc, je pense que ça se fait déjà, puis il faut juste peut-être mettre en place des incitatifs pour que ça se fasse un peu partout, surtout dans les domaines où il va y avoir une mise à la retraite plus massive qu'ailleurs. Ma question s'adresse aux 3 panélistes. J'ai constaté que dans les solutions que vous avez proposées, il y a une composante importante que vous n'avez pas évoquée, entre autres l'aspect corporatiste des syndicats de professeurs. On sait qu'il y a le mécanisme qui fait que quand un professeur est rendu permanent, il est à ce moment-là blindé en quelque sorte parce qu'il devient intouchable à tout point de vue. Et heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a quelques-uns qui deviennent aussi difficiles à agir concrètement dans leurs tâches fondamentales d'encadrement. Et je parle là de 2e et 3e cycle surtout. Et ils font le strict minimum, et quelquefois même pas le strict minimum. Et ils sont intouchables parce qu'ils sont déjà rendus permanents. Et ça, si on parle de souplesse de gestion,
c'est là où je pense il y a un gros travail à faire et j'aimerais vous entendre là-dessus. Je mets un brin d'histoire dans la réponse et je vais en rester pour aujourd'hui aux généralités. Le Québec, c'est une société qui a vécu une modernisation brutale et tardive. Une société catholique, conservatrice, traditionnelle, dont la sphère publique, l'appareil gouvernemental a été modernisé brutalement et tardivement. La Pologne ressemble à ça, l'Irlande ressemble à ça, l'Espagne ressemble à ça. On trouve dans ces sociétés-là les mêmes pathologies que chez nous, les mêmes rigidités. Alors, souvent dans le contexte d'une modernisation semblable, il arrive un temps où, entre les forces sociales, il y a un rapport de force entre les forces sociales, entre le gouvernement, par exemple, le patronat et les milieux syndicaux. Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force dans un moment très précis, le Québec, 1968-1973. Dans le contexte du Québec 1968-73, on a institué une espèce de modus operandi là, des relations entre gouvernement, patronat, syndicat. Monsieur disait tantôt que concession, c'est céder sans contrepartie. Mes références latinistes, peut-être que j'ai crainte d'aller à l'encontre de Richard Desjardins, mais il y a un cum là-dedans, hein? Et puis cum, c'est avec. Alors, je lui laisse la possibilité que peut-être concession, ça veut dire céder sans contrepartie. J'ai employé un autre mot. La loyauté, c'est une avenue à deux sens. Hein? C'est une avenue bilatérale, ça marche dans les deux directions. Et dans des grandes négociations, être loyal de part et d'autre, là, on s'entend, voici. Est-ce qu'il est possible qu'au Québec, le modus operandi des relations gouvernement, patronat, syndicat, tel qu'il était dans le contexte du rapport de force entre 68 et 73, est-ce que c'est possible que ce se soit fossilisé? Que les uns et les autres restent sur les positions qui étaient les leurs à cette époque-là, dans le contexte des exigences de l'époque en question, et qu'ils s'imaginent que les revendications, les justifications qui étaient de leur demande, qui étaient probablement extrêmement réelles entre 68 et 73, est-ce que c'est possible que le contexte a changé et est-ce que c'est possible que les exigences de la justice aient aussi changé? Moi, je pense que oui. Et c'est évident que, d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a des rigidités semblables dans notre système. Quand on va dans l'excès de rigidité, il me semble qu'on ne sert plus la justice. Ce que je demanderais, c'est est-ce que notre panel qui réfléchit à ces questions-là peuvent penser à un moyen de financer donc la superposition, parce qu'il faut bien y penser, ça prendrait 2 personnes pour occuper un poste pendant une certaine période. Alors, comment on ferait pour financer ça, alors que l'État est de plus en plus serré? On peut s'acheter des avions, mais quand c'est le temps d'investir dans l'éducation, etc., c'est plus difficile. Comment faire pour arriver à faire ça? Bien, moi, je pense, première des choses, ça ne doit pas être du mur à mur. Hein. On l'a dit, chaque secteur d'activité là, va nécessiter des moyens spécifiques. Et je ne sais pas, ça pourrait être, par exemple, ici à l'université, étant donné qu'il y a peut-être une partie du fonds de retraite qui sera allouée aux professeurs, parce que vous l'aviez si bien dit, 50-50, ça coûte plus cher que 100 %. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le moyen, avec peut-être des incitatifs fiscaux, que ça fasse en sorte que ça revienne à 1? Je pense que c'est toutes des façons de voir, mais je n'ai pas d'idée très précise là, sur un système applicable, par exemple, dans le milieu universitaire. Maintenant, dans les autres milieux, je pense que ça va aller aussi dans ce sens-là. Les entreprises familiales, ils ont déjà ce système-là. Donc, je pense que c'est une question que les partis politiques pourraient être invités à réfléchir en vue de la prochaine élection. Sur la première partie de votre intervention, effectivement, les départements pourraient, à l'université, dans toutes les universités, pourraient plus systématiquement faire de l'octroi d'une ou de 2 charges d'enseignement des doctorants, dans le fond, une nécessité de la formation. Pas de diplôme sans 90 heures d'enseignement ou 45 heures d'enseignement. Et c'est clair que ça contribuerait. Ça implique, ça aussi, c'est une réflexion sur la justice à l'intérieur de l'université. Qu'est-ce qu'on donne aux doctorants par rapport à ce qu'on peut donner aux professionnels, aux chargés de cours, aux professeurs réguliers? Encore là, on est toujours à la recherche de l'équilibre en question, puis c'est toujours à refaire. On s'entend, c'est constamment à refaire. Et dans le contexte des universités, les institutions qui ont une sensibilité à la relève,
qui se servent de leurs neurones pour renouveler intelligemment leurs corps professoraux, mais probablement que les gouvernements sages devraient mieux les récompenser dans le moyen terme que les autres institutions qui font soit trop de court terme, soit trop d'embauches utilitaires, puis ils ne sont pas capables d'aller dans le même sens. Alors, je dirais que ce serait ma réponse à votre intervention. Mais quand on regarde les budgets, puis on regarde la marge de crédit de l'université, il y a un an, il y avait à peu près 125-130 millions dans marge. Puis cette marge-là a été négociée autour de 6,25 %. À ce moment-là, comme étudiant, moi, j'ai une marge de crédit de 6 000 $, avantage étudiant à 5,14-5,15 %. Et une université qui négocie 125 millions de marge pour pouvoir financer ses activités n'est pas capable de négocier à du 4. Je pense que les institutions bancaires ont leur part à faire, là, puis juste de faire baisser le taux d'intérêt sur emprunt pour cette marge-là, on ne parle pas du reste, là, de 6,25 à 4,5, ça donnerait 2, 3, 4 millions par année. 2, 3 millions par année, là, il me semble qu'on est capable d'en faire du stock avec ça. Puis je pense que, comme vous le mentionnez, la création de chercheurs étudiants, c'est la solution envisagée. Les conférences de la chaire publique de l'Allier constituent un savoir en partage. C'est l'occasion de favoriser les débats, d'affirmer le sens critique et de promouvoir la vulgarisation des connaissances à l'égard des grandes préoccupations actuelles.